pour l'heure, Régent-Paul de Daytrader Canada. Monsieur Paul, mes hommages. Bonjour, M. Gagnon. S'il eût cru un jour que l'essence redeviendrait à des niveaux, bon, acceptables, tout étant relatif, là. Oui, 27, c'est relatif. C'est ça, bon, c'est ça. Quand tu as l'essence à une pièce, là, à moins qu'il y ait une méchante catastrophe, là. Ouais. Non. Non, hein, c'est ça. Faut pas rêver. Mais bon, déjà, c'est un petit peu mieux que c'était. Mais déjà de voir le diesel meilleur marché que l'essence, l'essence ordinaire, ça, c'est déjà un exploit en tant que tel. Oui, c'est vrai, effectivement. Parce que le diesel est moins cher. Oui. Bon, bien, on va voir ça à travers la revue de nos marchés. Oui. Et on va évidemment poursuivre nos divulgations de résultats du trimestre 3 qui s'achève, hein, avec en vedette le FOMC. On avait le meeting de la Fed cette semaine, la semaine passée, en fait. Ben oui, 2 jours. Et on va aussi faire attirer l'attention sur Facebook et GoPro, qui ont eu des directions un peu opposées. On va voir pourquoi, là. Surtout dans le cas de Facebook, beaucoup de gens se posent des questions. On va voir ça ensemble. Donc, premièrement, notre revue économique la semaine passée. Évidemment, vous me corrigez en temps réel si les données ne sont pas exactes. C'est pas payé depuis une couple de semaines. Hein? J'ai une bonne moyenne au bâton, là, qui a mis tout le monde au pas dans mon équipe. Donc, ça n'a pas été une bonne nouvelle, dans le fond. Commande de biens durables, hein, légère baisse. Mais bon, disons par rapport... Écoutez, on me posait la question durant le week-end, est-ce que le chiffre du précédent révisé est bon? Oui. Ben oui, effectivement, mais disons que c'est assez spectaculaire, là, moins 18. Là. Donc, dans cette optique-là, le moins 1,3 paraît pas si mal que ça. Mais il reste que c'est quand même moins que ce que les analystes s'attendaient. Et c'est toujours là, la game, c'est ce que les analystes s'attendent. Et voilà. Et ben voilà, si on regarde ça sur un graphique maintenant, bon, on voit que c'est pas mal en dents de scie. On est quand même au-dessus là, de la ligne de 0. Je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, pour le yearly. Le monthly, bien évidemment, ça fait 2 mois qu'on a des baisses. On voit ici la grosse là, barre grise. Écoutez, vous savez qu'on regarde ça comme ça, où il y avait une mémoire d'éléphant. En tout cas, depuis 2011, c'est la plus spectaculaire baisse qu'il y a eu dans un résultat, là, celle du moins 18. Là. Bien, c'est le mois d'août, puis il y avait moins d'avions. Fait que c'est pour ça que ça avait baissé tant que ça. Là. Bon, en tout cas, c'était toute une, parce que depuis septembre 2011, c'est la plus basse. Confiance consommateur, bon, ben là, je veux dire, on s'est racheté un petit peu. 94,5, on est rendu à 86,8, donc évidemment, c'est vert. Hein, c'est très vert. Tout le monde est joyeux, c'est très vert, effectivement. Et graphiquement parlant, écoutez, ça monte, hein? Ça n'arrête pas de monter. La ligne bleue, je rappelle aux gens, c'est la confiance, c'est justement la donnée qu'on vient de voir. Et les bâtonnets gris, ce sont les ventes au détail, parce qu'on aime bien évidemment comparer un envers l'autre. Alors, assez particulier parce que les derniers résultats de vente au détail n'ont pas nécessairement été à la hausse, mais la confiance demeure à la hausse. Alors, comme diraient les Anglais, go figure. Mais bon, c'est ça. Le monde arrête moins, mais ils ont quand même plus confiance. Mais ça, c'est dû directement à l'emploi. Alors, plus vous allez avoir de l'emploi de créer, plus le consommateur va être confiant. Mais il ne dépense pas. C'est ça, je veux dire. Il dépense pas. J'ai bien confiance, mais c'est ça. Je dépense pas. Quand même, à un niveau, à un sommet de 7 ans, ça, je te pour dire, là, je sais que vous avez une mémoire assez terrible là-dessus, là, assez bonne. Là. On commence à approcher des niveaux là, 7 ans. Assez, qu'on n'a pas vu ça. Extraordinaire. Et bon, l'approche des fêtes, là, on va voir, là, évidemment, si les ventes au détail vont reprendre. Là, je pense bien que tout le monde le souhaite. Donc, ça a eu des effets. Bon, normalement, là, on est supposé là, aller en convergence avec les données économiques. Donc, bonne donnée économique, pas au niveau des commandes de biens durables, mais la même journée, à 10 h, on avait la confiance du consommateur, puis on voit que c'était une journée fortement à la hausse. D'ailleurs, la semaine était haussière, mais cette journée-là, elle était particulièrement, ça, c'était mardi le 28 octobre. Mercredi le 29, alors, avant, on avait Chairman, hein, mais là, ils ont enlevé le man, évidemment. Ils ont laissé le Chair. Alors, Chair Yellen, qui faisait, évidemment, là, sa petite parade devant le comité monétaire. C'est ça. Alors, on fait un petit résumé ensemble. Bon, c'est évidemment fin de la fameuse DQ. Taux d'intérêt, bien, il faut le marquer, on n'a pas le choix, là, mais c'est toujours 0 à 0,25. Vocabulaire utilisé souligne avec emphase que les taux resteront bas pour encore longtemps. Mais elle a rajouté une petite phrase à la fin du communiqué qui nous dit
Si besoin est, nous allons réviser, parce que l'emploi continue de s'améliorer, nous allons réviser aussi la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt. Ah, la coquine. Ah, ça a comme... les micros t'ont fermé. Ça a cassé le... Ça a cassé le party. Alors, malgré que Wall Street en a fait fi parce que ça a été une semaine haussière. Alors, tel que prévu, le programme de détente quantitative s'est terminé avec la rencontre du mois d'octobre. C'était prévu. Un seul dissident, là, il y en a un apparemment. Là, une madame. Lui, aurait bien souhaité, oui, je pense. Non, c'est une madame. Aurait bien souhaité qu'on maintienne, qu'on ne fasse pas le dernier retrait. Mais bon, rendu là, entre vous et moi, ça ne fait plus une grosse différence. Là. Ils ont parti 85 milliards pour amener ça là. C'est pas 10-15 de plus ou moins qui va changer quelque chose. Marché du travail, croissance modérée, conditions de marché du travail qui continuent de s'améliorer et taux de chômage à la baisse. Donc, à ce niveau-là, c'est un taux de chapeau. En général, plusieurs indicateurs suggèrent que la sous-utilisation, dont vous parlez souvent, M. Gagnon, des ressources sur le marché du travail s'amenuise. Bon, donc théoriquement, ça sera aussi une bonne nouvelle. Donc, de façon générale, là, c'est incroyable, ça peut se paraître, les nouvelles sont bonnes partout. La Fed fait fi de la faiblesse des derniers résultats sur l'inflation et anticipe que l'inflation finira par augmenter. Bon, je pense que, évidemment, ils vont finir par avoir raison un bon matin, là. Bien que la baisse des coûts énergétiques, hein, c'est ça qui contribue bien gros, évidemment, à maintenir une baisse d'inflation avec la baisse des coûts d'énergie qu'on a vu, la Fed demeure convaincue que celle-ci ne peut rester éternellement sous les 2 Je pense bien qu'à quelque part, ils vont finir par avoir raison un bon matin. Hein, ils vont dire, on vous l'avait dit. Le problème, c'est quand. Alors, la Fed accommodante, bien que le rachat d'actifs soit terminé, la Fed maintiendra quand même son niveau d'actifs actuel, qui est plusieurs trilliards. Maintien de la politique actuelle pour les réinvestissements en entrée de fonds provenant des paiements sur capital. Ils vont continuer quand même là, à faire ça. Ouais. Puis ceci devrait continuer d'aider l'économie. Puis la fin de la politique d'accommodation se fera en équilibre avec les objectifs d'emploi et évidemment l'inflation. Bon, vous l'aviez vu, la phrase, parce qu'il vous manque un petit bout, là. OK. Il vous manque juste le petit bout après, là. Moi, ils ont coupé ça avec Keeping the target federal funds, rate below levels the committee views as normal in the longer run. Donc, devrait revenir à la normale, ce qui veut dire hausse de taux d'intérêt plus vite que prévu. Si jamais besoin est. C'est le petit bout qui manque. Et voilà. On avait le premier bout, c'est pour ça vous avez le premier bout de phrase, il manquait le deuxième. On se complète. Le focus, c'est l'Europe et le Japon, apparemment. On le rencontre sans surprise, la rencontre en tant que telle. Là. Le dovish prévaut. Hein, évidemment qu'une inflation en dessous du 2, ben, il faut que ça soit dovish. Ils ne peuvent pas être hawks trop. Les projecteurs restent sur l'Europe et le Japon, qui, à l'opposé de la Fed, pourraient continuer leur DQ. Alors, eux autres sont en mode un peu contraire. Là, hein. Eux autres, là, il y a un décalage. Là. Ils sont en train de continuer de faire ce que la Fed vient d'arrêter. Et ça n'a pas trop brassé sur les marchés. Souvent, au meeting de la Fed, ça brasse. On voit quand même qu'il y a une volatilité, là, on voit bien, là, malgré tout, mais pas. J'ai eu plus pire que ça. Là. Donc, ça a été quand même correct. Avec un beau double creux monnaie pour le day trade, là, les gens qui font day trade, on avait une belle entrée ici, là, intra-séance. Et jeudi, c'était le produit intérieur brut qui a été à la hausse. Alors, bonne nouvelle là aussi, hein? Donc un autre vert. On voit ici que aussi, si on regarde ça là, sur annualisé et par quart, ça se. Mais c'est tendance ici d'annualiser, mais il reste quand même que c'est pas mauvais comme résultat pour le moment. On voit que les marchés, en tout cas, ont bien sanctionné ça par bien d'autres raisons, pourquoi ça a monté, mais en tout cas, celle-là a aidé évidemment à ce le PIB est meilleur que prévu, en tout cas, la 3,5, on s'attendait à un peu moins comme croissance économique, puis là, le marché est parti à peu. Effectivement, ça a monté là, toute la journée. Ça, c'était jeudi. Oui. Et, un petit peu, dans le fond, pour venir refroidir les ardeurs, mais ça n'a pas tellement eu d'effet. C'est les demandes de chômage qui ont été plus hautes que prévu. Ouais. Mais finalement, ce qui compte, c'est ce graphique-là. Ce graphique-là, il est vraiment, là, il faut donner à César ce qui revient à César, là, il est assez spectaculaire parce que ça n'arrête pas de descendre là, depuis 2012 et même probablement avant. Là. Moi, je commence à 2012, mais je pense que ça part de bien avant ça. Alors, on voit que là aussi, le marché a bien accueilli ça. Bien que, théoriquement, c'était pas nécessairement une bonne nouvelle, mais il y avait tellement d'autres bonnes nouvelles que le marché n'a pas trop... la croissance économique est là. Voilà. Donc, se sont dit, chiffre... puis 2,87, il faut tout relativiser encore une fois, parce que c'est plus élevé que prévu, mais ça reste encore en bas du 300. Là, donc, c'est un seuil assez intéressant. Et dans la même semaine, on avait les deux sondages consommateurs. Les deux ont été... Souvent, il y en a un qui est à l'encontre de l'autre, là, mais les deux ont été positifs. Donc, là aussi, ça a évidemment bien aidé les marchés. Regardez ça aussi, hein,
C'est un graphique assez spectaculaire. On est rendu, on monte continuellement. Lui ici, il commence à être des sommets. Là. Bien, ça, je sais pas. En tout cas, moi, pour ce que je vois ici, de 2010, c'est un sommet depuis 2010. Ça se peut qu'on recule depuis plus longtemps que ça, là, mais juste sur le graphique ici, c'est un sommet. Par contre, ça a été comme... Je pense que le marché avait beaucoup eu durant la semaine. Regardez ce graphique-là. On va l'expliquer comme il faut au retour de la pause parce qu'il s'est passé d'autres choses ce matin-là au niveau économique qui n'a pas plu non plus. On va revenir dans un instant. Bon, alors, on va revenir un peu sur le dernier graphique que M. Paul nous a montré tout à l'heure, le graphique de la journée de vendredi. Bien sûr, si le sentiment du consommateur était bon, en ce cas celui du Michigan, comme celui du Conference Board était excellent, pourquoi ça n'a pas monté cette journée-là et qu'est-ce qui s'est passé à 8h30? On appelle cette statistique-là le fameux PIO, Personal Income and Outcome. Et c'est là qu'on sait combien ils vont gagner de plus et combien ils dépensent de plus. Okay. Sauf qu'ils n'ont pas gagné beaucoup plus que le mois dernier, puis ils ont dépensé pas mal moins que le mois dernier. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, que le consommateur n'est pas là, que des titres comme Walmart, par exemple, qui a pas mal de misère sur la statistique au mois d'octobre, a chuté de façon extraordinaire. Il nous a fait même une chandelle négative. Alors, on comprend pourquoi là, que c'était yo-yo un peu vendredi. Je comprends. Autrement, ça a remonté. C'est et en plus, il n'y a pas d'inflation. En plus, le PCI là, qui... Ça va avec ce qu'on disait tantôt, les ventes au détail qu'on voyait là, qui ne décollent pas. Bien là, les gens ne dépensent pas, les gens épargnent. C'est sûr, l'inflation, ça n'aide pas. Donc, c'est tout connecté, cette affaire-là. Oui. C'est ce qui a fait que le marché était en équilibre plutôt que peut-être théoriquement partir à la hausse si ça aurait été uniquement des résultats du sentiment du consommateur. Bien, je savais qu'on aurait d'explications véritables avec vous, M. Gagnon. Alors, pointage quand même à l'avantage des Verts, 3 contre 2, avec une semaine carrément à la hausse. Hein, je rappelle aux auditeurs, là, ça c'est vendredi passé. Alors, fermeture de vendredi, regardez, ça a monté quasiment toute la semaine, même vendredi, parce qu'il y a un gap à l'ouverture. C'est resté après ça sideways, pour les raisons que vous avez dit tantôt, mais ça a monté toute la semaine. Alors, la semaine qui vient, évidemment, on ne les passe pas en revue, là, mais c'est juste un tableau des principaux indicateurs. Manufacturier ISM va être à suivre. Oui. Évidemment, le taux de chômage, vous voyez les précédents, les estimés, donc on verra ça la semaine prochaine, comment ça s'est comporté. On va passer à notre saison des divulgations qui se poursuit, qui s'achève du T3, trimestre 3, Q3, qui appelle en anglais, avec une attention particulière sur Facebook et GoPro. On suivait 5 candidats. 4 ont eu des mouvements importants. Voici les 5 qu'on suivait. Ça a été positif. Par contre, sur toute la ligne, c'est un score parfait. Tout le monde a battu les estimés. On voit les petits plus verts à la fin. Tout seigneur, tout honneur, notre ami Facebook, qui a quand même eu des bons résultats. Il ne faut pas l'oublier. 7,5 à la hausse, 43 cents sur 40. Et les investisseurs qui n'ont pas aimé les paroles d'après. Oui, vous avez bien raison. On va voir ce que ça donne sur le graphique. Puis après, on va voir quelques éléments ensemble qui font que ça a fait ce résultat-là. Vous pourrez commenter avec nous. Là. Facebook, on voit ici gap de 6,52 à l'ouverture. Donc, et puis je voyais tantôt, ça continue. Aujourd'hui, il est à la baisse. Ah oui, il perd 52 cents encore. Là. Alors, quand même une performance intéressante depuis qu'il s'est remis de son mauvais IPO. Mais là, peut-être que le party tire à sa fin momentanément. Parce qu'à long terme, on pense bien que Facebook va faire partie des Google de ce monde, etc. Donc, allons avec le positif. Commençons par le positif. Ce qui a été positif, c'est le bénéfice par action plus élevé que les attentes. C'est sûr que c'est positif. Revenu à la hausse. Hausse de 64 des revenus de publicité. C'est sûr que c'est intéressant. Augmentation moyenne mensuelle de 14 d'usagers versus la même période l'an passé. Donc, usagers par mois, là, on ne parle pas du total, là, mais par mois, 14 de plus l'année passée. Mais là où ça a fait mal, puis vous le disiez tantôt, le négatif, c'est que la direction a avisé que le T4, le prochain trimestre, serait plus difficile. Alors, ça, c'est eux autres mêmes. C'est pas les analystes, c'est eux autres qui disent ça. Puis là aussi indiqué que les dépenses augmenteraient de 55 à 75 en 2015. Écoutez, c'est toute une augmentation. Puis ils ont des dépenses, c'est pas 5 $ par semaine, là, leurs dépenses. Non, ça coûte milliards. Alors, 55 à 75 La raison principale de ça, c'est qu'ils vont avoir besoin d'investir dans leurs récentes acquisitions, dont plusieurs sont toujours à perte. Hey, WhatsApp, là, ça a coûté 22 milliards. 22 milliards de mémoire, oui. Savez-vous combien ils ont fait d'argent avec? Non. 10 millions.
Imaginez, là, c'est un ratio. Non, mais c'est pas tellement bon. Dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Ils ont dit qu'ils feraient d'autres rachats également, d'autres acquisitions, parce qu'il faut ramener de l'eau au moulin. Eux, c'est la publicité qu'ils veulent avoir. Mais là, j'espère qu'ils ne font pas un hortel d'eux autres mêmes, d'acheter des bébelles à gros prix puis que ça rapporte à peu près pas. Là. Tu rentres dans une... Tu sais, c'est ça. À un moment donné, quand un titre mature, il va rentrer dans cette période-là où tu as comme des choix difficiles à faire. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu continues d'avancer. Hein. Si tu arrêtes, tu recules. Là. Donc, tu achètes. C'est pas rentable. Tu puises dans ta rentabilité de ton entreprise principale pour subventionner les autres. C'est ce que les investisseurs n'aiment pas. La tarte, nous, on l'avait vu, cette tarte-là. Dans le cas de Yahoo, c'est la même tarte, évidemment, qu'on reprend. Mais là, j'ai surligné Facebook. On s'en souvient, Facebook avait quand même eu une augmentation là, de cette fameuse part de tarte-là de 50 milliards de la publicité, là, de 7,6 à 9,7. C'était quand même celui qui, sur le plan du pourcentage d'augmentation, c'était le mieux comporté, mieux que, évidemment, Yahoo et mieux même que Google. Donc là-dessus, c'est encourageant, mais les dépenses de 55 à 75 c'est énorme, ça. Alors, Baidu aussi a eu des bons résultats, ont battu les estimés. Là, on a eu un comportement boursier en accord avec les résultats. On a eu un titre qui a été à la hausse fortement. C'est probablement un gap, ça, qui est caché ici, là. Mais il est là, le gap. Bon, voilà. Moi, je le vois sur mon graphique. Oui, parce que ça dépendamment du... Oui, ils vont en 15 minutes, là. Oui, effectivement. Si vous mettez en 15 minutes, ils ramassent toutes, là, toutes les premiers 15 minutes dans la même chandelle. Mais on a eu un gap. Il a continué de monter aussi dans le jour suivant. On s'aperçoit que, hebdomadairement parlant, Baidu continue de monter. On est rendu dans les 230 quelques et plus, là, ce qu'il fait aujourd'hui. LinkedIn, hein, qui est un peu là, dans le monde là, du social, beaucoup, en fait, un peu comme Facebook, là, mais évidemment plus pour le monde des affaires. Surprise positive, là aussi, 10 de hausse, là, de 47 à 52. Et on a, évidemment, là, c'est ça. C'est ça, normalement, c'est ce que tu es... Ouais. Facebook, c'est une anomalie jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont battu les estimés, mais le titre a chuté. Mais on a vu raison tantôt. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il ne faut pas engager la veille sur des earnings. Ah, je suis sûr que le lendemain, ils vont battre les résultats. S'ils les battent, ça va monter. C'est pas automatique. Puis des fois, c'est le contraire. Hein, ils ne les battent pas, on s'attend à ce qu'ils baissent, puis ça monte parce qu'il y a une lecture qui doit se faire des résultats financiers, qui n'est pas juste la donnée de ce matin. Regardez les petits paragraphes dans le bas, tu sais, comme pareil comme un contrat. Oui, c'est ça, le fine print. Là, les notes au bilan. Là, c'est ça. Les 52 notes au bilan. Ouais. Alors, LinkedIn, qui se comporte bien, mais bon, un petit peu en dents de scie depuis quelques semaines. On a Expedia qui va aussi très bien, qui a battu aussi les attentes. Expedia, on le sait, là, c'est dans le voyage, dans le booking en ligne. Alors, un gap qui converge avec ses résultats, 4,42 à la hausse. Et si on met ça sur un plus long horizon, en semaine, là, depuis février 2013, le titre est en constante hausse aussi. 2 grosses semaines baissières qui correspondent un peu au marché. Oui, c'était le marché aussi. C'est ça, mais ils s'en sont remis. Ça voyage. Notre fameux GoPro, GoPro, à un moment donné, on a eu toutes sortes de sentiments, là, autant vous comme moi, vis-à-vis GoPro. Là, puis bon, écoutez, il faut croire en tout cas qu'ils ont un bon modèle d'affaires parce qu'ils ont encore battu les marchés. Et dans leur cas, on va voir ensemble là, les raisons qu'ils sous-tendent, puis c'est assez solide. On a évidemment un gap en accord avec son résultat, un gap à la hausse, 18 c'est quand même un gros gap, ça, là, dans le monde des gaps. Ça fait un gap très, très important. Alors, la vie entière, parce que un GoPro, ça n'a pas 20 ans non plus, là, mais depuis son arrivée en bourse, ça monte. Il y a eu une période, vous en souvenez, une période un petit peu où il y a eu beaucoup de doutes. Et là, finalement, il semble reprendre du poids de la bête, mais on n'est pas revenu à son sommet encore, qui était de 96. Mais les ventes, c'était bon. En tout cas, c'est très bon. Puis on les voit partout. Ouais. Vous avez vu, le début de l'année, même les arbitres de la Ligue nationale, pour avoir un jeu de plus près, les gardiens de but, etc., ils sont rendus avec des casques qui sont formés avec des gros pros. Oui, non, écoutez, ils sont assez... Regardez, vous les ventes, vous le dites, il y aurait mieux qu'amener des chiffres. 45 de hausse pour le dernier trimestre à 280 millions, 12 cents par action. Puis, les analystes s'attendaient à 197, donc évidemment à 8 cents par action, versus 197 le dernier trimestre. Donc, c'est toute une augmentation, ça, là, dans l'espace d'un trimestre. Les analystes avaient estimé des ventes de 265 millions, donc ils ont fait 2,80. 8 cents par action, ils ont fait
12 et les prévisions sont bonnes pour le prochain trimestre. Les profits, 14 millions pour le trimestre, en comparaison à une perte de 1,1 pour le même trimestre l'année passée. Tout un revirement, ça. Tu perds 1,1 l'année passée, puis tu fais 14 cette année. GoPro demeure le leader dans le domaine des caméras en action, qu'on appelle, là, avec approximativement 90 du marché. Tu on avait à un moment donné... C'est comme une religion. C'est ceux qui ont des GoPro, là, ils en achètent plusieurs. Oui, effectivement. On revient avec Marc Lécuyer tout de suite. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions. Je vais d'abord, moi, répondre à une question d'un de nos auditeurs, Yves de Beauport, qui essaie... Il aime ça me taquiner, puis j'aime le taquiner aussi. On s'échange des courriels une fois de temps en temps. Puis là, il m'a taquiné sur l'histoire du prix de l'essence à tout le passé. Quand j'ai dit « Allez mettre de l'essence, ça va monter ». Alors, mon cher Yves, je regardais justement, je pense que je vais faire un voyage à Québec pour aller mettre de l'essence. Je suis allé sur Essence Montréal, puis Essence Québec. Hey, même Petro-Canada, chez vous, est une pièce 18, il faut le faire. Là. Il y a 10 cents de différence avec Montréal, quand même. Là. Mais ici, à Montréal, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de discipline, zéro, j'en tiens une barre, de la part des détaillants d'essence. Écoute, ça va descendre, ça va descendre. Là, on va peut-être se rendre autour d'une pièce 23, là. Mais quand on se rend à une pièce 23, puis que c'est à peu près le prix d'acquisition, là, il grimpe ça de 10 cents. C'est pour ça que je fais mes avertissements. Me servir de Québec. Québec, il y a plus de... On dirait que la guerre s'est transportée là-bas. Je vois une pièce essai chez Costco. Écoute bien, là. Ici, il n'y a pas de place. Je pense que le moins cher, attendez un petit peu, là, je vais aller chercher Montréal juste pour le plaisir de la chose. Vous voyez, le prix moyen au Québec est une pièce 27. Vous êtes 10 cents en bas du prix. Il faut quand même le faire, là. On le voit ici, une pièce 27. Bon, OK, correct. Ils sont chanceux. On va aller commencer à Québec. On va aller mettre de l'essence là, c'est sûr et certain. On va y aller tout de suite avec une première question qui est pour lui. D'ailleurs, là, on va revenir aux choses sérieuses. On va parler d'essence. Qu'est-ce qu'on peut dire de FTN et de DF, en fait? Quels sont les frais? Peut-être c'est plus Marc qui va être capable de nous répondre parce que l'autre, c'est Financial 15 Split Corporation. Là. Ça ressemble... C'est le même... chose que le Financial 30. Là. Je remarque, là, c'est surtout les banques là-dedans. Là. Oui, c'est les banques. C'est seulement du financier. C'est seulement du financier. Oui. Et l'autre Dividend 15 Split, là, lui, c'est ce qui génère du dividende. Lequel des deux on prendrait à ce moment-là? Mais ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut avoir un revenu fixe, on va aller vers celui qui investit dans les actions privilégiées, où là, on espère réaliser un rendement là, en dividende autour de 5 Et dans le cas de l'autre qui est en action ordinaire, bien là, on peut avoir de la plus-value, là, si les titres financiers s'apprécient. Bon, parce que quand je regarde, là, c'est encore strictement financier. C'est à peu près le même titre qu'il y a là-dedans. Oui, c'est le même titre, sauf que le produit est différent. Il y en a un, c'est des actions ordinaires, l'autre, c'est des actions privilégiées. On parle de DF et HNL, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, graphiquement, FTN. Ah, OK. FTN. Ben oui. OK, FTN. C'est à peu près les mêmes titres, sauf que un, c'est privilégié, les actions privilégiées, l'autre, c'est les actions ordinaires. Ah, j'avais manqué celui-là, mais ça ressemble pas mal à l'autre, effectivement. Et puis, graphiquement parlant, c'est pas mal de côté depuis un bon moment, mais je comprends que ça paye des dividendes. Donc, tout le bon vieil adage de dire qu'au moins, tu es payé pour attendre. Alors, il y a eu une fausse moment sur DF, là, dernièrement. On a eu une baisse de 9,25 à 7,50. Mais une belle remontée. Ça allait un petit peu avec les marchés, là. C'est exactement... Je regarde mon graphique ici, là, puis je regarde le vôtre. C'est exactement le même croche là, qu'on a sur le secteur financier de façon générale à Toronto. Ça suit, là. Ça suit. Oui. Hein? C'est assez... c'est pas cher. Dépendamment de ce que l'on veut, on prend ce qu'on veut. Bon, Sylvain Lapierre, qui nous a écrit aussi sur notre Facebook, veut avoir notre opinion sur GIB, donc GIB-A, qui est CGI. On commence peut-être par l'analyse technique, puis on finit par le... Oui, on l'avait vu ensemble, moi et vous. On l'a vu dans un rectangle. On avait dit que le jour où ce qui sort de ce rectangle-là, ça devrait être bien fun. Puis ça a été le cas. C'est en 2010 qu'il est sorti de là. Et depuis ce temps-là que ça monte. Là, actuellement, peut-être un petit peu d'accalmie, là. C'est pas qu'on a mis ça en jaune ici. Peut-être être un petit peu... Si on est dedans, on le garde, évidemment. Si on n'est pas dedans, peut-être attendre un petit peu là qu'il brise cette figure-là. Donc, au-dessus du 41 du point de vue technique, ça serait un bon point d'entrée. Sinon, on peut aussi se référer à ce corridor-là ici qui est en quotidien,
qui nous amène à peu près au même niveau. Là. On voit qu'à 40-41, on sortirait et on serait vraiment dû pour une autre hausse. Bon. La question était la suivante, Marc. Est-ce que c'est un titre qui est aussi influencé par la hausse ou une baisse de taux d'intérêt? Je dirais peut-être pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dettes. Il ne devrait pas avoir... Il y a un petit peu de dette, mais il ne devrait pas avoir d'impact par rapport à une hausse future des taux d'intérêt, spécifiquement pour CGI. Dans le cas de CGI, on attend les résultats qui s'en viennent. On a vu IBM un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines. Les gens n'ont pas aimé beaucoup la performance d'IBM. CGI, c'est un petit peu différent. Nous, on a toujours bien confiance en CGI. On est actionnaire. On pense que le titre n'est pas très dispendieux, que la stratégie, depuis qu'ils ont acheté Logica, ils sont capables de signer des plus gros contrats. Ils ont vraiment une plateforme mondiale maintenant, peuvent servir les multinationales. Une société qui est très bien gérée, une possibilité de réaliser d'autres acquisitions. Oui, puis là, l'aventure, mauvaise aventure américaine est un petit peu en arrière. Là, oui, effectivement. Là, on ne parle plus du problème avec le contrat. Obamacare, ça, c'est du passé. Qui était peut-être un beau émissaire, dans le fond, là, parce que c'était pas si évident que ça, c'était juste eux autres. Là, mais bon, il fallait bien que ça ne peut pas tomber de leur bord, que ça tombe si bas. S'il y a de quoi, ils ont signé depuis plusieurs contrats avec le gouvernement fédéral américain. Là, donc, ça ne devrait pas avoir d'impact à long terme. Ça a fait beaucoup de bruit sur le coup, là, mais on n'en a plus parlé de ça ce soir-là. Non, effectivement. Parce qu'on a peut-être voulu avoir un bouc émissaire, mais en réalité, c'était des Américains qui étaient bien plus sur le problème que d'autres choses. Puis là, c'est comme par hasard, ça s'est perdu dans la brume. Deuxième titre, Lumen Pulse, LMP. Peut-être l'histoire des actionnaires principaux là, qui veulent remettre dans le marché à 22 $. Je suis pas sûr qu'ils vont le vendre 22 là, parce que le titre n'arrête pas de planter depuis ce temps-là. Le titre a baissé beaucoup depuis. Lumen Pulse, c'est une belle histoire. L'IPO qui a été réalisé au Québec. Il y avait beaucoup d'engouement pour le titre, mais en termes d'évaluation, le titre était dispendieux, très cher. On extrapolait beaucoup de croissance future. Même au cours actuel, c'est encore pas si évident qu'autour de 15 $, c'est un investissement intéressant. Nous, on attendrait un repli plus important là, avant de considérer l'achat du titre. Oui, mais même à ce prix-là, il n'aurait pas arrêté de baisser. Il est encore à plus de 200 fois les bénéfices prévus pour l'an prochain. Ça commence à être cher un peu. Là, ça. C'est le fun, les Dell, là, mais tu sais, je crois à ça, personnellement. Très belle technologie, mais c'est cher. La technique va avec le fondamental, messieurs, parce que c'est un IPO, évidemment, comme tu mentionnais, 2014, quand même récent. On a un double sommet ici, on connaît bien cette figure-là, puis double sommet, en règle générale, c'est jamais bon. Ça lance un titre à la baisse, c'est ce qui est arrivé. On est dans une figure ici baissière, encore une fois. Fait que ce que vous dites tantôt, si je me fie à ce qu'on voit ici, c'est encore baissier, même à ce niveau-là. On pourrait peut-être commencer à toucher un fond, malgré qu'il n'y a pas de support. Hein? Donc, c'est en chute constante. Alors, il n'y a pas de signal d'achat là-dedans, en tout cas, définitivement pas. D'avant la découverte sur notre histoire, mais pas de signal d'achat. Il y en a pas mal. Il n'y en a pas beaucoup. C'est 0,37 0,37 ça. C'est marginal. Le dernier pour Sylvain, Wells Fargo. On a parlé de beaucoup de banques tout à l'heure. Wells Fargo, on l'a même éludé. Peut-être par exprès parce qu'on savait qu'on allait en parler. Wells qui connaît toute une remontée depuis 2 semaines. C'est une autre société, une autre banque américaine qui est plus justement, un peu comme US Bancorp on a parlé tantôt. C'est vraiment une banque, ils récoltent des dépôts, on fait des prêts, bien gérés, historique de prudence, là, je veux dire, ça a été démontré. Le seul problème qu'on a, nous, avec Wells Fargo, c'est la taille. Hein? C'est rendu une entreprise immense aux États-Unis. C'est difficile de générer de la croissance. C'est pour ça qu'on préfère US Bancorp à Wells Fargo. Mais ça demeure, à notre avis, un très bon investissement là, pour le long terme. Parce qu'il y a quand même un sommet de 5 ans, un sommet à vie, je pense. Un sommet à vie. Un sommet à vie. Ce matin, à 53,46 là. Mais graphiquement parlant, pas grand-chose à dire. Ça monte. Un peu comme tu mentionnais aussi, sont un peu restés proches du banking traditionnel, là, par rapport à certaines banques là, qui se sont lancées dans toutes sortes d'aventures ésotériques qui ont donné ce qu'on sait en 2008. Mais eux vont très bien, mais encore là, effectivement, à un moment donné, toute une fin. On arrive à un sommet, c'est un sommet historique, là, mais il y a eu récemment un sommet à ce niveau-là, au mois de mi-septembre. On arrive au même sommet-là. Donc, soit que ce sommet-là va l'arrêter ou on va passer au travers. Passer au travers, probablement qu'on est encore parti pour une autre hausse. Bon, en tout cas, si je me fie aux analystes, eux autres commencent à
à se rétracter un peu. Ça, là. ouais, ça. Il y en a de plus en plus qui sont dit on se met ces lignes de côté avec des prix cibles qui ont baissé un petit peu. Là. La moyenne, c'est 55, à peu près 54-50. Là. Mais on est pas mal proche. Là. Ouais. Puis c'est pour ça peut-être qu'il y en a même un qui s'est mis à vendre officiellement sur Wells Fargo. Oh. Hey. Ah, bon. Google, ça c'est un méchant problème, ça, cette histoire-là. G-O-O-G ou G-O-G-L. Alors, lequel des deux on prend? Ça, c'est la question que nous pose Dominique de Montréal, entre autres. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon. Il faut, à notre avis, acheter les G-O-O-G. Oui, exactement. Pour les investisseurs individuels, c'est certain qu'on n'a pas les votes, les mêmes votes que G-O-O-G-L, mais pour la plupart des gens, je pense pas qu'ils ont l'intention de prendre le contrôle de Google. La raison pourquoi cette transaction-là a été faite, c'est pour que les dirigeants puissent garder le contrôle, qu'on puisse continuer à émettre des actions tout en gardant le contrôle. Donc, on paye moins cher pour G-O-O-G. On a moins de votes, mais je pense pas que ça change grand-chose pour les investisseurs. C'est cher. Ils pourraient le splitter, par exemple, à 555. Je sais que c'est pas dans leur mentalité de faire ça. Là. Oui. Mais 5,55, là, ça fait cher en bébite. On achète moins d'actions. Non, ça, c'est clair. Il y a plusieurs qui vont en acheter seulement qu'une. C'est comme Ottawa et Wiltshire. Mais je suis d'accord avec ce que vous mentionnez. N'oubliez pas que c'est un split, en fait. Hein. C'est un split déguisé là, à la Google, là, mais c'est un split. Il était à 1000$ avant. Là. Sauf qu'eux autres, ils ont splitté. En même temps qu'ils ont splitté, ils ont fait deux catégories. C'est un peu ce que je mentionnais tantôt. Donc, j'ai un petit texte. Il est en anglais. Là, je m'excuse. J'ai pas eu le temps de le traduire. Je l'ai pris rapidement. Si les gens le veulent, on pourrait le faire parvenir. Ça explique un petit peu rapidement l'histoire des C et des A. Ce qui est peut-être à retenir là-dedans, c'est que théoriquement, Google a eu un class action à cause de ce partage-là qui a été bien discuté. Et le résultat, c'était qu'ils vont devoir compenser après une année s'il y a une différence substantielle entre les deux classes. Bon, ils disent pas ce qu'ils vont faire ça tous les ans, là. Fait que je pense que j'irai avec du G. L'autre affaire, j'ai pas le temps d'investiguer. Ce qui est intéressant, c'est comment c'est-tu par arbitrage que c'est géré, ça, parce que c'est pas évident. Non, mais ils se négocient indépendamment. L'un par rapport à l'autre. Il y a 30 pièces de différence. Oui, mais ils suivent hein, graphiquement parlant. Oui, sauf que là, la même compagnie. Regardez, ça, c'est le graphique des deux. Ça, c'est le G, là, ici en bas, puis ça, c'est le L. Donc, on voit bien que c'est pareil, sauf qu'évidemment, il y a une différence de valeur. Mais je veux dire, c'est pareil, OK, mais c'est un bon matin, on se mettait à avoir plus de demandes sur un que sur l'autre. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont eu une class action. Puis qui ont dit, bien, regarde, pas de problème, si la différence est trop grande à la fin de l'année, on va compenser. Parce que tu t'es retrouvé avec des votantes, malgré toi, quand ils ont fait le split, là, ils ont donné aux gens de chacune des actions. Chacun a eu une action de chaque. Exactement. C'est pas évident. Mais moi, je pense, du point de vue, justement, là, dans l'obscur, là, restons avec des valeurs sûres. Moi, je resterais sur le G. Puis, comme on disait tantôt, c'est non-votant, mais là, regarde, tu as des actions là-dedans, tu as 1/10 d'un millionième de voix, ça ne dira pas grand-chose. Donc, le G. Alors, Freehold Royalties, c'est une question qui nous vient de Lynn de Trois-Rivières. Est-ce que c'est un investissement pour un placement à long terme? Est-ce que cette compagnie est solide? A-t-elle la capacité financière pour soutenir son dividende, qui est quand même généreux, si je me rappelle bien, là, quand même 8 de rendement, là, malgré tout? Oui, moi je répondrais surtout à la dernière question. Est-ce que là, la capacité de soutenir le dividende à long terme, c'est très incertain. Très incertain. Oui, Freehold, je veux dire, on est tributaire du prix du pétrole, du gaz naturel. C'est jamais garanti, là. Fortement à la baisse récemment, donc ça va un peu dans le sens de ce qui est mentionné. Bien, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir participé, vous aussi, chers auditeurs, auditrices. On vous retrouve demain, même heure. Au revoir.